Salut, je viens de sortir un ouvrage sur les pierres de foudre, sur la question des pierres de foudre et des centres spirituels. Puisque René Guénon, qui est l'un des rares auteurs au XXe siècle, qui a évoqué les pierres de foudre pour expliquer un peu ce que c'était, d'où ça venait, à quoi ça servait, les a associées tout de suite au centre spirituel. Enfin, qui dit pierre de foudre dit centre spirituel. Ou, du moins, là je vous le résume, mais il laisse entendre quand même clairement que là où se trouvent des pierres de foudre, donc des pierres comme ça, là, eh bien, il se trouve un centre spirituel. C'est-à-dire un sanctuaire d'origine non humaine, qui recèle, qui contient des reliques ou des objets sacrés qui sont des supports d'influence spirituelle, berakot ou baraka, en hébreu et en arabe, qui sont elles-mêmes, donc voilà, d'origine divine, non humaine, mais qui sont enchâssées, inscrites et implémentées dans ces reliques ou ces objets, en l'occurrence dans les pierres, dans ces pierres, hein, des pierres comme ça, là, et exerçant ainsi un effet, on va dire, bénéfique, de protection, de prophétie aussi, à ceux qui côtoient ou qui manipulent ou qui se servent de ces pierres. Parce qu'évidemment, elles ont aussi une raison d'être. Hein, je précise qu'il s'agit d'anciens objets de culte, hein, de très anciens objets de culte perdus et oubliés par terre dans les forêts des Corbières. Sont-ils une clé du mystère de Rennes-le-Château? Eh bien oui, hein, à en suivre les indications donc de Henri Boudet, déjà d'une part, qui en parle dans la vraie langue celtique, donc l'ouvrage fondamental hein, sur le mystère de Rennes-le-Château, et à en suivre également les indications de René Guénon, qui en a parlé dans Le Roi du Monde, mais dans plusieurs autres textes. Oui, ces pierres-là, non seulement font partie du mystère de Rennes-le-Château, mais sont, comment dire, un jalon ou une clé hein, de résolution de ce mystère. Donc ça je l'explique, ou j'essaye de le montrer, de le démontrer dans ce livre, mais quand même après 4 à 5 ans de découverte hein, et d'exploration de ces pierres-là sur les sentiers de randonnée, donc ici dans les Corbières, et à l'entour, à l'écart des sentiers de randonnée, à commencer donc par le mont Buirache. Donc avant de revenir sur le mystère de Rennes-le-Château, hein, puis le rôle que peuvent y tenir ces pierres, je vais commencer par les présenter vite fait en répondant aux 5 grandes questions de base auxquelles il incombe de répondre dès qu'on s'intéresse à un sujet. En l'occurrence, donc c'est quoi? Je viens de vous le dire, ce sont des pierres, mais qui a priori ont reçu la foudre, ont été frappées par la foudre, par des éclairs, pour avoir un aspect pareil. Hein, a priori, ces impacts-là, ces traces-là, ne sont pas d'origine humaine, hein, parce que c'est quand même des calcaires, c'est quand même très ancien. Il y a aussi des marques semblables sur des granites, hein, donc il y a aussi des pierres de foudre et des roches de foudre en calcaire, mais aussi en granit, ce qui est très ancien. Et donc à une époque, de toute façon, l'humanité n'était pas censée savoir produire des effets pareils sur la pierre. Hein, ils n'avaient pas de laser ni de mine en diamant pour péter la roche de cette manière. Donc la tradition, cependant, se trompe, la tradition populaire, de même que la tradition savante, on va dire, la culture savante, puisqu'elle nous parle des pierres de foudre en tant que pierres tombées du ciel pendant l'orage, et comme façonnées et modelées par la foudre, voilà, en fusion, avant de se solidifier, puis de tomber sur Terre, sous forme de silex poli, ou qui ont été utilisés ensuite comme EH. Hein, Henri Boudet aussi nous présente les pierres de foudre comme de simples haches de silex poli, taillées. Hein, il appelle ça des haches celtiques. Mais bon, on va voir le rapport avec les, avec les Celtes, en l'occurrence. Donc c'est quoi? Donc ce sont des pierres qui ont effectivement, ce ne sont pas des haches et elles ne sont pas tombées du ciel. Ce sont des pierres, ça aussi, hein, je l'explique, qui ont toujours été au sol et qui donc ont pris cet aspect-là en recevant un feu, donc de la foudre, mais pas la foudre ordinaire, pas n'importe quelle foudre, puisque là encore, on se retrouve avec des marques à angle droit, hein, des croix, des X, des Z, des N, il peut y avoir plein de choses sur ces pierres, donc quelque chose de pas naturel a priori. On dirait presque des signes cunéiformes par moment, ce qui laisse penser qu'il y avait une intention ou une force intelligente à l'origine de ces impacts qui ont frappé les pierres. D'où du coup l'idée que si c'est ni humain ni naturel, c'est surhumain et surnaturel, on va dire divin, hein, d'origine suprahumaine, de la part de forces qui avaient la capacité,
qui nous est inconnu officiellement jusqu'alors, eh bien, de laisser des marques et des trous aussi fins et aussi délicats, hein, avec des amandes stylisées par exemple assez souvent, hein, dans des roches aussi dures. Voilà, c'est pourquoi j'associe ces pierres eh bien, au champ de bataille des grands combats mythiques de l'Antiquité, même avant l'Antiquité, puisque cela remonte a priori à la chute de l'Atlantide, donc il y a 10 à 12 000 ans, et époque où il y a eu beaucoup de combats, de grands combats entre les dieux et les titans, hein, qui sont répertoriés dans toutes les traditions du monde, et qui ont laissé du coup ces impacts-là dans la roche et dans les pierres. Alors, c'est comment? Ben, je viens de vous le dire, ce sont les vestiges des combats mythiques qui ont opposé effectivement à l'origine de notre époque, les dieux, les titans, les dieux ou les géants, les Devas et les Asuras dans la tradition hindoue, qui se sont battus et affrontés pour la suprématie sur Terre. Donc avec le concours des humains ou au détriment des humains, ça dépend des camps en présence qui s'affrontaient. Mais toujours est-il que ces combats-là, effectivement, sont à l'origine de notre civilisation, à l'origine de notre histoire, et qu'effectivement, il s'avère, à l'usage, que se pencher sur ces pierres-là, qui sont les traces et les vestiges de ces combats fondateurs, permet de remonter donc, du coup à cette source-là, cette origine-là, et puis d'en remonter le fil de manière subtile, hein, mais jusqu'à nous, jusqu'à notre époque, et au niveau des conséquences que ces combats ont eues sur notre situation actuelle. D'où l'idée que, et voilà, c'est pertinent, c'est cohérent avec le fait que le mystère de Rennes le Château, ça on y reviendra, mais il y a quand même une dimension apocalyptique, eschatologique très appuyée, et il me paraît évident que ces pierres ont un rôle à y jouer. Alors, c'est où? Eh bien, pour ma part, ça se trouve sur une bande de territoire que j'ai eu l'occasion d'appeler à Bugarach il y a 4 ans lors d'une conférence sur les mystères de Rennes le Château, le théâtre des opérations mythiques. Une bande de terrain qui effectivement se déroule du château de Montségur à l'ouest, jusqu'à Opou-le-Périos à l'est, en passant par Montségur. Par Bugarach, pardon. Et il s'avère que nous avons affaire du coup à une ligne droite, hein, en partant du château de Montségur. 42 km après, on a le village de Bugarach, hein, pas le Pec, mais le village de Bugarach. Et 42 encore kilomètres plus à l'est, en ligne droite toujours, Périos, le château de Périos, plus exactement de Salvaterra, mais qui est appelé maintenant Périos, juste à côté d'Opou, Périos. Et puis juste au-dessus, pour le coup, de Sals, la forteresse de Sals, et la fonte d'Estramar, qui a aussi a priori un rôle à jouer là-dedans, mais que je n'ai pas abordé dans ce livre. Bref. Mais voilà pour localiser pour le coup le secteur sur lequel je me suis davantage penché jusqu'alors. Et encore bien davantage sur le secteur Bugarach, Rennes-le-Château, les environs immédiats, Guélamus, Rennes-les-Bains, Camps, Cubières. Mais sachant que voilà, sur cette ligne de terrain, on va avoir, en partant de Montségur, on va avoir assez vite le pays de Sceaux, le plateau de Sceaux, où il y a des secteurs magnifiques aussi avec des pierres de foudre là-bas, puis le château de Puy-Vert, la forêt de Nébias. Il y a des exemples magnifiques de roches et de pierres effectivement percées, façonnées par le feu des combats et le feu des dieux. Hein. Le roc de Capio, juste après, au-dessus de Brenacle, c'est pareil, c'est magnifique, toute la roche est découpée, ciselée par le feu. Puis Quillan, puis Saint-Julier-de-Bec, la Serre de Bec, puis Rennes-le-Château, le Bézu, Bugarach, puis Camps, Cubières, Galamus, c'est absolument magnifique. Hein, toute la gorge est entourée, cernée de roches qui ont pris le feu, et il y a des exemples magnifiques à Galamus. On continue toujours vers l'est, Peyrepertuse, Kiribus. Puis on continue jusqu'à Tuchan, château d'Aguilar, qui est pile poil sur la ligne, hein, Montségur-Périos, puis le château de Périos, Salvaterra à l'origine, et qui a été fondé, hein, c'est intéressant, par Jacques d'Aragon, le roi d'Aragon, en 1246. C'est-à-dire 2 ans après la chute de Montségur, donc 1244. 2 ans plus tard, comme la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Aragon est en train de se balader et puis de descendre dangereusement vers le sud, le roi d'Aragon fait bâtir Périos, donc Salvaterre, hein, sauveterre. C'est un peu le même sens que Montségur, hein, le mont sûr, le mont du sauvetage, Salvaterre, la terre du sauveur ou la terre du sauvetage. Donc il y a ce château-là, et du coup, qui est parfaitement aligné à celui de Montségur. Et puis équidistant de celui de Bugarach, entre les deux, tiens. Donc ça aussi c'est intéressant. Ça valide et ça confirme beaucoup de choses par ailleurs, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Toujours est-il que bon voilà où se situe pour ma part
l'essentiel de ce théâtre des opérations mythiques que j'ai commencé depuis 4-5 ans à explorer, on va dire. Ça englobe, on va dire, à mon avis, jusqu'au nord la montagne Noire, mais le pic de Nord, hein, juste au-dessus du Minervois, puis avant les Cévennes. Et ça inclura au sud, évidemment, les Pyrénées avec le mont Canigou. Puisque si on prend le village de Bugarach, du coup, comme centre, et qu'on trace un cercle qui va évidemment passer par Montségur à l'est et Périgos à l'ouest, ça passera pile poil au sud sur le Canigou, le mont Canigou. Hein, ainsi que d'autres secteurs intéressants comme les gorges de la Carranza, le Clau de Targason, se trouvent sur ce cercle, hein, d'accord, qui fait Montségur, Périgos avec Bugarach comme centre. Donc tout ce secteur-là enfin voilà, pour moi c'est le cœur du mystère de Rennes, géographiquement s'entend, et les secteurs à pierre de foudre, ils sont nombreux. Donc c'est quand, je vous l'ai dit, a priori, Atlantide, époque de la chute de l'Atlantide, hein, qui ne s'est pas faite en un jour, parce qu'il y a eu des colonnes de réfugiés qui se sont escampées de là-bas sur, je sais pas, des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, que sais-je. Mais il y a plusieurs sources pour attester que sur leur parcours, ces colonnes de réfugiés, qui étaient constituées a priori de membres des castes sacerdotales de là-bas, qui sont du reste à l'origine de ces fameuses lignées du Saint Graal, dont parle la littérature médiévale avant d'intégrer le mystère actuel de Rennes-le-Château. Mais enfin, donc des membres des castes sacerdotales atlantes, en quittant l'Atlantide, ont quand même fondé des sanctuaires sur leur parcours, des refuges, où ils ont pratiqué leur culte, leur mystère, voire enchâssés, inscrits et aussi déposés tout ou partie de leur connaissance, ça c'est possible aussi, via encore une fois des vestiges, des reliques, des objets sacrés. Donc les Pyrénées contiennent des sanctuaires d'origine atlante, et qui ont été occupés du coup par la suite par les descendants des Atlantes, c'est-à-dire les Celtes, les Druides. Puis après eux, donc les Gaulois, mais les Visigoths, une fois qu'ils arrivent dans le pays, les Visigoths dans les années 415-420, ils reprennent à leur compte les anciens sanctuaires, voilà, atlantes, druidiques, celtiques. Et après eux, du coup, ce seront les Cathares et puis les Templiers qui occupèrent ces lieux et qui entretinrent ces sanctuaires, mais qui étaient eux-mêmes, cathares ou Templiers d'origine visigothique. Et puis après, ça se perd puisque le double coup de massue papale et royale, donc de la croisade contre les Albigeois au XIIe siècle, puis de la destruction des Templiers par Philippe le Bel au début du XIVe, on forçait un peu les occupants des lieux à passer en clandestinité. Mais enfin, voilà. Et jusqu'à nos jours, ce sont des personnages inconnus, anonymes, très discrets, des électrons libres, hors toute affiliation avec quelque organisation initiatique que ce soit, même s'il y a eu des organisations initiatiques, c'est certain, pour prendre en charge et puis gérer le paquet, entre guillemets, pour transmettre ce mystère, avec ses codages, ses repères, ses jalons, ses clés, de siècle en siècle et jusqu'à nos jours. Donc à travers, effectivement, toutes ces œuvres de littérature, de sculpture, de peinture, sur lesquelles il y a déjà beaucoup de choses qui ont été produites et qui tiennent bien la route, pour nous faire comprendre qu'effectivement, depuis la chute de l'Atlantide, mais il y a eu d'autres étapes après, pour garnir cette idée-là, à savoir qu'il y a, dans les Corbières et les Pyrénées, une série de sanctuaires contenant des reliques, des vestiges, des objets sacrés, supports d'influence spirituelle. Mais cela concerne aussi les pierres de foudre, qui ne sont pas effectivement des reliques ou des vestiges en tant que tels, qui n'apparaissent que comme des débris, les déchets de combats surhumains, suprahumains qui eurent lieu il y a très longtemps ici. Et cependant, Dixit Guénon, du reste, qui associe ces pierres-là, les pierres de foudre, au béthyle, de la tradition hébraïque, c'est-à-dire les pierres sacrées, réceptacle d'influence spirituelle, en l'occurrence celle de la Shekinah, l'Esprit Saint, c'est-à-dire la force d'amour, et en l'occurrence éventuellement aussi de violence, en tout cas de justice et de rigueur, de Notre-Dame. Notre-Dame, la reine du ciel et notre mère à tous, d'accord? A priori, c'est elle aussi qui a laissé sa trace et sa marque dans les paysages et dans les roches il y a très longtemps, en se battant pour nous, son humanité. Donc c'est pourquoi j'ai répondu aussi, en tant que Béthil, donc Beitel en hébreu, la maison de Dieu, quand même. Donc il y a du monde là-dedans, a priori, en tout cas il y a une force, il y a une présence. Ça me paraît certain, depuis le temps que j'en ai à la maison, que je les manipule ou que je m'intéresse à elles. Voilà. Et puis j'ai eu des témoignages par ailleurs pour attester également ma foi, l'effet, les conséquences subtiles de ces pierres-là sur nous, enfin sur les individus. Ce qui me suffit à valider, de manière encore une fois vérifiée, opérative, effective, le caractère sacré, sacral de ces pierres-là. Ce qui en fait, en dépit de toute apparence,
eh bien effectivement des objets de culte et des objets de thérapie de guérison. Hein, Henri Boudet nous le dit, enfin je le cite dans mon livre, que les Gaulois avaient toujours sur eux une pierre de trou, hein, pour les connecter à Dieu et puis pour les rappeler effectivement, pour avoir toujours une pièce de la vérité sur eux, en fait quelque part, hein, un moyen de se, voilà, de se connecter au ciel et à notre origine. Les Gaulois avaient toujours sur eux, en particulier quand ils partaient en voyage, une pierre de trou, une pierre de foudre. Et puis bon bah voilà, hein, j'ai rencontré cet été à Rennes-le-Château au Salon des Livres, une auteure qui a consacré un roman à Montségur, et dans lequel elle écrit, parce que ça lui paraît évident, que les Cathares avaient eux aussi une pierre de trou avec une pierre de trou, pierre de foudre. Alors dans la poche, hein, ou alors en pendentif, hein, parce que tu lui passes une ficelle dans les yeux, là, tu vois, tu peux l'accrocher autour du cou, et ça sert du coup, voilà, bon, pas de totem, mais bon, voilà, d'objet de protection et de bénédiction. Donc a priori, voilà, donc des Gaulois jusqu'au Qatar, la tradition s'est maintenue d'avoir avec soi une pierre, voilà, comme ça, dont l'aspect est d'origine divine, et qui fait que grâce aux influences qu'elle porte en elle, eh bien, ma foi, te porte secours et te préserve des mauvais coups du sort. Alors, quel est le rapport avec le mystère de Rennes? Eh bien, c'est que, voilà, bon, bah, Henri Boudet en parle, hein, je vous l'ai dit, la pierre de trou. Jean-Alain Cyprat avait aussi eu l'occasion de signaler que pierre de trou, c'est en fait pierre de troun, c'est-à-dire tonnerre en occitan, donc pierre de tonnerre, pierre de foudre. Donc les haches celtiques, Polyte, Boudet, bah, ce sont effectivement les pierres de trou, les pierres percées dont je parle dans le livre. Et il en fait simplement le moyen de se rappeler, pour les humains, bah, quelle est leur origine. Donc celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire en l'occurrence notre origine récente, hein, c'est la chute de l'Atlantide. Or, le mystère de Rennes-le-Château a quand même pour but et pour vocation de nous permettre de franchir l'époque actuelle et de commencer la suivante, puisque nous sommes à une époque de fin de cycle. Il y a plusieurs cycles qui se terminent. Hein. Bon, il y a d'abord l'ère zodiacale des poissons qui a commencé il y a 2000 ans avec le ministère de Jésus-Christ, qui est en train de se terminer, donc nous entrons dans l'ère du Verseau. Il y a aussi le Kali Yuga qui est en train de se terminer, qui dure 6480 ans celui-là, ça fait quand même une belle période là, qui est en train de se terminer elle aussi. Mais il y a aussi un cycle encore beaucoup plus long de 25 920 ans, qui est la grande année, enfin qui vaut 2 grandes années platonéciennes, et qui est le cycle de la précession des équinoxes, qui est également en train de prendre fin de nos jours. Et quand René Guénon, parce que René Guénon a beaucoup parlé de Rennes-le-Château, hein, ça aussi, j'ai commencé à me pencher là-dessus, et j'ai un livre à venir sur le sujet, enfin, l'ésotérisme de Rennes-le-Château, hein, à travers l'œuvre de René Guénon, lequel a quand même beaucoup parlé tout au long de son œuvre, de l'unité et de l'identité essentielle de toutes les traditions du monde, depuis l'origine de ce cycle, hein, du moins. Or, il s'avère que le mystère de Rennes-le-Château synthétise et contient toutes les traditions du monde. Elles y sont présentes d'une manière ou d'une autre. Qu'elles le veuillent ou pas, elles y sont représentées. Donc ce qui valide le caractère apocalyptique et eschatologique de ce mystère, hein, qui est enquisté, implémenté à Rennes-le-Château, Bugarache, mais les Corbières et les Pyrénées, hein, jusqu'au Canigou, puis on peut aller aussi jusqu'à Gérone, Barcelone, au sud, sans problème. Tout ça pour dire que les pierres de foudre amènent à constater effectivement que bon bah déjà les lieux, comme cela avait déjà été vérifié par d'autres chercheurs, hein, mais répondent à une organisation géométrique parfaite qui permet de tracer des triangles, des cercles, des étoiles, ainsi de suite. Donc l'idée que nous avons affaire à un sanctuaire à ciel ouvert, de fondations très anciennes et qui a été entretenu au fil du temps par effectivement des générations et des générations de bâtisseurs, d'initiés, de gnostiques, qui ont posé des jalons, des menhirs pour les plus anciens, et puis des chapelles, des églises, voilà, pour les plus récents, mais qui permettent de borner, de repérer sur la carte des figures géométriques parfaites. Donc pourquoi les pierres de foudre? Eh bien pour nous rappeler le passage ici, donc sur ce théâtre des opérations mythiques, donc au moins pour l'ère que moi j'ai commencé d'investiguer, Montségur, Bugarache, Périos, puis le Canigou au sud, là où se sont battus et où sont morts certains de nos grands ancêtres, fondateur, géniteur, donc créateur aussi géniteur de ces lignées dites de Sangréal que l'on retrouve après à travers la Bible, et puis jusque dans la mythologie récente, hein, actuelle du mystère de Rennes-le-Château, où il est question de la descendance de Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de conneries qui sont dites là-dessus, que je rectifie d'ailleurs, hein, sur laquelle je prends position dans ce livre. Voilà, donc les pierres de foudre permettent aussi de rectifier certaines conneries. C'est quand même pas non plus pour rien qu'elles ont été ignorées à ce point-là jusqu'à présent. Parce que, à mon grand étonnement quand même, hein,
suis pas le seul ni le premier à aller voir, ça c'est certain, ni à marcher dessus, parce qu'il y en a quand même jusque sur les chemins de randonnée, à Bugarache, à Rennes-le-Château, enfin à la Vallieu, genre Saunière les a vus, hein, Boudet a marché dessus, il les a vus aussi. Donc vu le niveau des mecs à l'époque et puis ce qu'ils ont été capables de concevoir, ils étaient conscients de ce que je viens de vous dire en fait. Hein, l'origine divine suprahumaine de ces pierres et puis de la force qui les habite du coup. D'accord. Je rappelle à ce propos-là que si tu prends un cadran d'unité bovis, un cadran de mesure en unité bovis pour mesurer la qualité vibratoire d'un lieu ou d'un objet, hein, du plus nocif, genre cancérigène, jusqu'à l'autre bout du cadran, au lieu, sanctuaire, connexion Sirius, Orion, ce que tu veux. Bon bah tu prends une pierre de foudre, tu la fous sur le cadran, tu demandes au pendule et puis il va partir, zut, voilà, dans ce coin-là. Hein. Ancien sanctuaire, connexion maximale, donc ça tabasse. Ça envoie le feu de Dieu, typiquement, ces choses-là. Donc, à partir du moment où le mystère de le château est à vocation gnostique, initiatique, ça me paraît évident, hein, donc de connaissance de soi, et puis de faire advenir sur Terre les volontés du ciel, hein, ça fait partie du paquet aussi, on s'aperçoit à l'usage que demeure de la Shekinah, comme dit la tradition hébraïque, à propos des Béthiles, eh bien oui, là-dedans, c'est le feu de Dieu et c'est Notre-Dame hein, qui a laissé sa trace. Ça se sent, ça se comprend. Et puis bon, Notre-Dame, hein, je rappelle quand même qu'à l'époque de Béranger-Saunière, hein, on est en pleine effervescence mariale. Il y a eu les grandes apparitions de la Salette en 1846, puis de Lourdes en 1858. Et Saunière, quand il fait refaire son jardin, son domaine, il met une magnifique statue de Notre-Dame hein, sur le pilier visigothique retourné. Intéressant ça aussi. Puis Notre-Dame coiffée d'une tour. Ce qui n'est pas Marie la Vierge, mais donc du coup Marie la Madeleine. Et puis par ailleurs, sur le socle, il a fait écrire Pénitence, Pénitence, qui a été prononcé non pas par Notre-Dame à Lourdes, mais par Notre-Dame à la Salette. Le message de la Salette est intéressant aussi. Hein. Il s'avère aussi du coup à l'usage que c'est bel et bien Notre-Dame hein, qui depuis les pierres de foudre, hein, qu'elle a fait elle-même en envoyant son feu dessus, jusqu'aux apparitions mariales du XXe siècle et puis même de Fatima, Garabandal et ainsi de suite, c'est quand même un peu elle qui mène la danse. D'accord, et que le mystère de Rennes-le-Château, c'est quand même elle qui en tire les ficelles, elle qui sait où elle va, hein, qui sait ce qu'elle fait, et qui sait ce qu'elle veut. Donc voilà, pour moi, le rapport des pierres de foudre avec le mystère de Rennes-le-Château, qui est entièrement dévolu à Notre-Dame, hein, encore une fois, puisque c'est elle qui tient voilà, pas les cordons de la bourse, hein, enfin si aussi d'ailleurs, à d'autres niveaux, mais à d'autres égards, mais les clés de la vérité, hein, les deux fameuses clés d'or et d'argent de Saint-Pierre, qui viennent en fait de Jacques Fournier et Benoît XII quand il est arrivé pape en Avignon. Mais les clés de la connaissance et de la vérité, de la justice, que ce soit dans le domaine de Rennes en particulier ou dans n'importe quel domaine en général, c'est Notre-Dame qui les a, les gars. Hein. Donc pour ça, il faut les lui demander, et ainsi de suite, et puis entrer dans ses bonnes grâces, hein, j'ai envie de te dire, mais bon, voilà, ça c'est aussi autre chose, c'est la thématique de l'amour courtois et de la littérature médiévale courtoise. Bref, mais encore une fois, voilà, de toute façon, on a affaire à des gens voilà, qui, à mon avis, ont connu ces pierres-là, puisque, encore une fois, à proximité immédiate des secteurs à pierre de foudre, on a toujours de l'ancien sanctuaire visigothique, cathare, templier, ainsi de suite. Et puis, pas que dans la région qui m'intéresse moi, hein, mais puisque j'ai vu des photos il y a pas longtemps, de pierres de foudre magnifiques, parfaitement découpées, ciselées, déchiquetées, qui sont du col de Vence, voilà, où il y a aussi évidemment beaucoup de témoignages d'apparitions suprahumaines, enfin dites ovni ou extraterrestres, comme on dit vulgairement. Mais voilà, ça fait partie du paquet aussi. Parce que quand je parle de force suprahumaine ou de force céleste, Notre-Dame, l'archange Michael aussi, hein, l'archange Michael qui est très fréquent sur ce secteur, de Montségur à Périos. Donc évidemment, ça renvoie au combat hein, de l'archange Michael et du dragon, Satan, comme s'il s'était battu ici, tiens. Et comme si les combats mythiques de Michael et du dragon avaient eu lieu sur ce secteur et ce territoire de Montségur, Bulgarache et Périos. Ça, moi, pour l'instant, ça tient la route. Et ce qui laisse penser qu'évidemment, qui dit combat dit vestige ou relique et tombeau de héros morts au combat. Donc il se trouve qu'à mon avis, et puis quand Boudet nous parle de son cromlech de Rennes-les-Bains, c'est de ça qu'il parle aussi, il s'agit de tombeaux, mais pas de tombeaux de personnages humains. Enfin, entre autres, il n'y a pas que des tombeaux, mais il y a des tombeaux de Néphilim, de géants, de héros, de titans. Voilà, qui vivaient à cette époque-là de l'Atlantide, chute Atlantide, qui se sont battus ici dans les Corbières, les Pyrénées, et puis qui pour certains y ont été enterrés. Hein.
le Canigou, hein, Pyrène, le tombeau de Pyrène, bon, il y a des choses à gratter là derrière, que je ne fais pas encore avec ce livre-là, qui seront pour la suite. Mais enfin, les introduire ainsi comme je le fais avec cet ouvrage, ça pose quand même bien le contexte, si vous voulez, et les enjeux, qui sont ceux du coup actuels du mystère de Rennes, et puis sur lesquels je prends position, quoi. Hein. Donc le Saint Graal, les lignées du Saint Graal, ah oui, qui, quoi, pourquoi, comment, à quoi ça sert. Les reliques, les tombeaux, les technologies d'origine non humaine, encore une fois, type Arche d'Alliance, bon, d'accord, pourquoi, comment. Bon, et ainsi de suite. Des sujets sur lesquels, bon, il n'y a pas grand monde encore qui prend position de manière très assurée, parce qu'on ne semble pas encore très assuré de savoir à quoi nous avons affaire. Mais enfin, on commence à le savoir de plus en plus, et effectivement, ces types d'objets, de reliques, de vestiges d'origine non humaine, inconnue, et porteuses d'une influence et d'une intelligence qui nous dépasse, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va. Moi, ça me paraît évident, ça me paraît acquis, et le mystère de Rennes, en tout cas, s'il y a un trésor ou un secret, ça en fait partie. Ça, c'est clair. Merci et salut!